Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par votre service de prévention et santé au travail, la PST 41. Cette fois-ci, il sera consacré à la présentation de la réforme de la santé au travail initiée par la loi du 2 août 2021. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, nous vous remercions de couper vos micros et vidéos, donc les caméras, ainsi que d'éloigner vos différents périphériques afin d'éviter toute interférence. Je rappelle également que ce webinaire sera enregistré et sera également disponible dès demain sur le site de l'APST 41, www.apst41, dans la rubrique webinaire replay. Donc, cette présentation se fera en 3 voix. Je suis accompagnée pour ce faire de mes collègues Edelyne Mettet, juriste, conseil et coordinatrice de l'activité médicale au sein du service, mon collègue, Monsieur Julien Baudouin, ergonome au sein du service également, et donc moi-même, conseillère prévention, donc Karine Kerdal. Donc, pour des questions d'organisation, nous vous rappelons également que cette présentation se fera via un diaporama en 4 parties et nous conclurons donc par vos questions que nous vous invitons à poser tout au long de la présentation via le chat. Afin de pouvoir répondre à vos questions, donc soit à l'issue de la présentation ou ultérieurement, selon le temps dont nous aurons à disposition, nous vous remercions de bien vouloir spécifier dans le corps de votre chat votre nom, coordonnées et surtout l'entreprise de rattachement afin de pouvoir répondre ultérieurement. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et évoquer les conséquences pratiques de la loi du 2 août 2021. Nous sommes ensemble pour 1 heure de présentation et je laisse la parole à ma collègue Edelyne Mettet. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la loi du 2 août 2021 transpose l'accord national interprofessionnel qui a été conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail. Cette loi, elle est différente des réformes précédentes car elle est issue d'un rapport, le rapport Lecoq, mais également de l'accord entre les partenaires sociaux. Elle n'a pas été écrite par le ministère du Travail, mais elle a été mise en écriture par le ministère. Les principales dispositions de cette loi ont commencé à entrer en vigueur au 31 mars 2022. Cette loi, elle est également assortie de nombreux décrets qui ont commencé à être publiés le 16 mars dernier. On en attend encore une quarantaine, donc les publications vont s'échelonner jusqu'en 2024. Ce texte a de grands enjeux. Le premier, lutter contre la désinsertion professionnelle avec plus d'efficacité. Le deuxième, faire de la santé au travail un outil de santé publique et donc de décloisonner la santé au travail et la santé publique. Et le troisième, de réorganiser le système de prévention pour qu'il soit plus lisible et plus efficient. Donc, avant de commencer à vous présenter les impacts significatifs de cette loi, nous vous proposons de regarder un motion design de quelques minutes qui reprend les principaux points de cette réforme. Suite à un large accord des partenaires sociaux, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail entre progressivement en application à compter du 1er avril 2022. Tous les travailleurs du secteur privé sont concernés, les salariés, les employeurs et désormais les indépendants. Les services de santé au travail interentreprises sont au cœur de la réforme. Forts de l'expertise de leurs équipes pluridisciplinaires, où le médecin du travail continue à jouer un rôle clé, ils demeurent une ressource essentielle pour les entreprises et les salariés. Pour autant, ils sont appelés à évoluer et à renforcer leur efficacité, en mettant plus que jamais le principe de prévention au cœur de leur action. Ils deviennent symboliquement les services de prévention et de santé au travail interentreprises. Leur mission s'inscrit dans une approche globale de la santé des travailleurs, y compris en situation de handicap. Dans une vision décloisonnée de la santé au travail et de la santé publique, comme l'illustre
la création prochaine d'un volet santé-travail dans le dossier médical partagé de chacun, les actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive ou des campagnes de vaccination portées par les services de prévention et de santé au travail. Pour renforcer la prévention, employeurs et salariés pourront compter sur des outils dédiés comme le document unique d'évaluation des risques professionnels, désormais associé à un programme de prévention qui vise à impliquer davantage tous les acteurs de l'entreprise, ou le passeport prévention qui permet le suivi des formations en santé et sécurité au travail obtenues par les salariés. Toujours pour renforcer la prévention, la mise en place d'une offre socle de services fournit des garanties accrues pour tous les salariés et employeurs. 3 types de services composent cette offre. La prévention des risques professionnels, le suivi individuel de l'état de santé, la prévention de la désinsertion professionnelle, avec des actions concrètes, comme le rendez-vous de liaison entre le salarié et l'employeur pendant un arrêt de travail ou la visite de mi-carrière pour anticiper d'éventuelles situations d'usure professionnelle. Des tarifs lisibles et encadrés et une certification de chaque service de prévention et de santé au travail par un organisme indépendant viennent sécuriser ces évolutions. Les services conservent leur forme associative et leur financement autonome demeure en parfaite cohérence avec le principe de responsabilité des employeurs en matière de santé-sécurité du travail. Cette responsabilité s'exerce dans le cadre d'un dialogue social, avec un conseil d'administration désormais composé de personnes désignées par les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, toutes issues des entreprises adhérentes pour décider au plus près des réalités locales. Les services de prévention et de santé au travail interentreprises s'organisent ainsi partout sur le territoire pour être toujours plus efficaces au bénéfice des entreprises et des travailleurs. Fort de son maillage, de ses 225 services, 17 600 collaborateurs et plus de 15 000 lieux de consultation, le réseau Présence est aujourd'hui en action pour réussir la mise en œuvre de cette réforme. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site présence.fr. Présence, prévention, santé, services, entreprise. Donc voilà pour la petite vidéo. Donc on va poursuivre avec la présentation. Alors, excusez-nous. Petit souci. Hop. Voilà. Ça fonctionne. Donc, effectivement, cette réforme, elle touche à beaucoup de points différents que l'on a déclinés en 4 parties. Donc, la première sur les modifications liées à l'organisation des services de prévention et de santé au travail. La deuxième sur le suivi individuel des salariés. La troisième sur la lutte contre la désinsertion professionnelle. Et la quatrième sur le renforcement de la prévention dans les entreprises. Donc, on va commencer tout de suite avec la première partie sur l'organisation des services de prévention et de santé au travail. On peut déjà noter un changement d'appellation puisque précédemment, les services étaient des services de santé au travail et que le mot prévention est apparu. Il y a une vraie volonté des partenaires sociaux de mettre la prévention primaire au cœur du dispositif. Cela ne signifie pas non plus que les autres missions des services de santé ont disparu. Bien au contraire, elles ont même été élargies. Effectivement, le législateur a prévu dans le texte de changer les choses, puisque précédemment, les services de santé avaient pour mission exclusive d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, et désormais, le Code du travail parle de mission principale. Donc, les services de prévention n'ont plus comme seule mission la préservation de la santé en milieu professionnel, mais aussi une mission de santé publique. Je vous propose de balayer les 5 grandes missions des services de prévention et de santé au travail. Donc, la première, tout ce qui est action en milieu de travail, donc conduire des actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
Donc, ça existait déjà. L'apport de la loi, c'est l'indication de la participation explicite des services de prévention à l'évaluation des risques professionnels. Et je laisserai Karine Kerdal, conseillère prévention, vous en parler plus largement tout à l'heure. Sur la deuxième mission, qui est de conseiller les employeurs, les salariés et leurs représentants, rien de nouveau, puisque cela faisait déjà partie des missions des services de santé au travail. Néanmoins, le texte va plus loin, puisqu'il est prévu que les services de santé pourront accompagner dans l'analyse de l'impact des changements qu'il pourrait y avoir en entreprise. En ce qui concerne le suivi de l'état de santé des salariés, je ne m'appesantis pas plus que ça, on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie. La mission numéro 4, qui est la traçabilité et la veille sanitaire, qui existait déjà, mais qui est une mission souvent méconnue, puisque les services de prévention et de santé au travail contribuent à des recherches, des études, des enquêtes, y compris à caractère épidémiologique, au plan national et régional, ce qui permet d'orienter les politiques de santé. Donc, la grande nouveauté, c'est le décloisonnement santé au travail, santé publique. On voit que les missions sont étendues avec des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail et que cela va se traduire par des actions de sensibilisation, des campagnes de vaccination ou de dépistage, par exemple. L'apport de la loi, c'est également la mise en place d'une offre de services pour tous les services de santé au travail qui devront fournir aux entreprises adhérentes et à leurs travailleurs le même socle de services. Le but étant de dispenser des services rendus homogènes sur tout le territoire et d'assurer un maillage de services équivalents. Donc, la liste et les modalités de cette offre ont été définies par le Comité national de prévention et de santé au travail. Et cette offre de services, elle recouvre 3 axes. Le premier qui concerne la prévention des risques professionnels, incluant notamment un conseil renforcé, l'accompagnement des entreprises dans l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Le deuxième, le suivi individuel de l'état de santé de chaque salarié tout au long de son activité à travers la mise en place de l'ensemble des suivis et des visites prévues par la réglementation. Et puis le troisième, la prévention de la désinsertion professionnelle à travers notamment la mise en place et l'animation d'une cellule opérationnelle pour accompagner les salariés présentant un risque de sortir de l'emploi en raison de leur état de santé. En parallèle de cette offre de services, les services de santé auront également la possibilité de proposer une offre complémentaire qui sera en dehors de la cotisation et qui fera donc l'objet d'une tarification supplémentaire. On l'a vu également dans le petit motion design, les services de santé, au même titre que les établissements hospitaliers ou médico-sociaux, devront faire l'objet d'une certification réalisée par un organisme indépendant. Les référentiels et les cahiers des charges de la certification seront fixés par voie réglementaire dans un décret qui devrait sortir d'ici fin juin. Donc, cette certification sera également prise en compte pour renouveler les agréments des services de santé. Cette loi prévoit également l'élargissement de l'accès à la santé au travail à certains publics qui jusqu'à présent n'étaient pas suivis par la médecine du travail. Et donc, on va retrouver les travailleurs indépendants qui pourront s'affilier aux services de prévention de leur choix dans le cadre d'une offre spécifique de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle. On retrouvera également les chefs d'entreprise qui pourront bénéficier de l'offre de services proposée aux salariés. Et puis également les salariés du particulier employeur, donc, qui étaient déjà reçus par les services de santé quand ils avaient des grosses problématiques de santé. Mais l'idée de la loi, c'est effectivement d'avoir un fonctionnement plus global avec un conventionnement prévu entre les services de santé chargés du suivi et puis également les organismes chargés du recouvrement des cotisations. Je vous propose de passer aux modifications liées aussi au suivi individuel des salariés. Donc, les modifications liées aux visites de pré-reprise, tout d'abord. Donc, l'objectif de cette visite reste le même, à savoir repérer les salariés à risque de désinsertion professionnelle et préparer le mieux possible leur retour au travail. Cette visite, c'est vraiment le moment privilégié pour mettre en place un plan de retour à l'emploi, proposer des aménagements et des adaptations de poste. Donc, cette visite, elle est organisée pour les salariés en arrêt de travail de plus de 30 jours. Jusqu'à aujourd'hui, ça concernait principalement les salariés qui étaient en arrêt de plus de 3 mois.
Cette visite, elle peut être demandée donc par le médecin du travail, et ça, c'est également une nouveauté, par le médecin traitant, par le médecin conseil de la sécurité sociale ou par le salarié lui-même. Donc, dans cette optique, l'employeur informe le salarié de la possibilité de solliciter lui-même cette visite de pré-reprise. Et cette information est par exemple réalisée lors du rendez-vous de liaison sur lequel on reviendra plus largement tout à l'heure. En ce qui concerne les modifications liées à la visite de reprise, donc, pour mémoire, cette visite elle est organisée le jour de la reprise effective du salarié à son poste et au plus tard dans un délai de 8 jours. Donc, c'est l'employeur normalement qui sollicite cette visite. Néanmoins, en cas de carence, le salarié peut également faire la démarche auprès de nos services. Cette visite elle a lieu après un congé maternité, après une absence pour maladie professionnelle, après une absence de plus de 30 jours pour un accident du travail, et là où ça change, c'est après une absence de plus de 60 jours pour une maladie ou un accident non professionnel. On était à 30 jours jusqu'à présent. En ce qui concerne la visite de mi-carrière, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place cette visite dans l'optique effectivement d'établir un état des lieux de l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur. Également pour évaluer les risques de désinsertion professionnelle en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel et également de sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement. Cette visite, elle est organisée pour tous les salariés dans l'année civile de leur 45e anniversaire. Il est également à noter que cet examen peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale dans les 2 ans avant l'échéance prévue, c'est-à-dire dans l'année du 43e ou 44e anniversaire du salarié. Cette visite, elle peut être réalisée soit par le médecin, soit par l'infirmière, et elle peut donner lieu, si nécessaire, à la mise en place de mesures individuelles. Donc, aménagement ou adaptation du poste de travail ou éventuellement un aménagement du temps de travail. La surveillance post-exposition ou post-professionnelle. Donc, cette visite, on parlait plutôt au départ de visite de fin de carrière. Cette visite, elle a été prévue par les ordonnances Macron de 2018, mais effectivement, elle est rentrée en application que récemment, qu'en octobre, suite à un décret du 9 août. Cela concerne donc tous les salariés qui bénéficient actuellement ou qui ont bénéficié d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. Donc, on retrouve les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, également ceux exposés au rayonnement ionisant, au risque hyperbare, au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d'échafaudage. L'objectif de cette visite, c'est vraiment de dresser un état des lieux des expositions auxquelles le salarié a été soumis afin de mettre en place, si nécessaire, une surveillance post-exposition prise en charge par l'assurance maladie. Il y a un nouveau décret qui est paru le 16 mars dernier qui est venu préciser les règles applicables dans le cadre de cette surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en précisant notamment que cette visite médicale elle est effectuée dès la survenue des différents cas de cession d'exposition au risque et non plus seulement à la fin de l'exposition, à la fin de la carrière professionnelle. Donc concrètement, l'employeur informe son service de prévention et de santé au travail dès qu'il a connaissance de la cessation de l'exposition du salarié ou de son départ à la retraite. Et le service se rapproche ensuite du salarié pour vérifier son éligibilité à cette visite. Si l'employeur ne fait pas la démarche, le salarié peut faire la demande durant le mois précédant la cessation de son exposition ou de son départ et jusqu'à 6 mois après. À l'issue de cette visite, le médecin du travail remettra un document présentant l'état des lieux de ses expositions au salarié et mettra en place, si nécessaire, en lien avec le médecin traitant, une surveillance post-professionnelle du salarié. Je laisse maintenant la parole à Julien Baudouin qui va vous présenter les dispositifs de lutte contre la désinsertion professionnelle. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, on va voir dans cette troisième partie les dispositifs que la réforme a soit créés, soit modifiés ou soit remis en lumière pour lutter contre la désinsertion professionnelle
ou pour faire de la prévention de la désinsertion professionnelle. J'utiliserai souvent le terme PDP, c'est pour prévention de la désinsertion professionnelle. Alors, le premier dispositif que l'on va voir ensemble, c'est celui de l'essai encadré. Donc, c'est un outil qui existait avant la réforme, mais qui est remis encore une fois en lumière car c'est un outil très utile pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Son objectif, il est simple, c'est de permettre aux salariés qui sont en arrêt de reprendre une activité professionnelle, donc soit à leur poste, soit à un autre poste, pour vérifier si leur capacité de santé s'accorde avec l'activité professionnelle. Donc, c'est un dispositif qui s'adresse aujourd'hui à tous les salariés, hein, peu importe leur statut, CDI, CDD, apprenti, intérimaire, etc., et qui se met en place durant l'arrêt de travail. La durée de l'essai encadré peut être variable. Finalement, on va l'ajuster en fonction des situations individuelles des personnes. Elle peut durer 14 jours ouvrables et être renouvelable une fois. Donc, finalement, on a un dispositif qui peut durer 28 jours au maximum. Donc là, l'objectif, c'était de faire revenir en emploi un salarié en arrêt pour voir si sa capacité de santé s'accorde avec son activité. Donc, c'est un véritable projet et c'est dans ce cadre-là que la loi indique qu'il faut définir un tuteur pour accompagner le salarié et faire aussi le lien entre les différents acteurs qui peuvent interagir sur cette situation et pour aussi faire le bilan de l'essai encadré avec le salarié à la fin de ce dernier. Donc, l'essai encadré, son utilité, c'est de tester la capacité, puis c'est aussi de faire sortir des besoins éventuels pour, on va dire, envisager une reprise pérenne du travail. Donc, c'est par exemple, à la suite de l'essai encadré, définir un besoin d'aménagement de poste ou de réorganisation ou des besoins de formation sur un nouveau process parce que les postes ont évolué pendant l'arrêt, etc., etc. Alors, comme on est sur un dispositif qui se déroule pendant un arrêt de travail, c'est un projet qui va être soumis à l'accord de 3 médecins, donc médecin traitant, médecin conseil et médecin du travail. Donc, c'est un outil qui est très intéressant pour la PDP parce qu'on va encore une fois pouvoir anticiper la reprise d'un salarié. Et en fait, tous les dispositifs que je vais vous présenter, le maître mot, c'est l'anticipation. On va toujours essayer d'anticiper le retour à l'emploi pour définir le plus en amont possible des besoins afin de favoriser une reprise du travail de la façon la plus pérenne possible. Deuxième dispositif qu'on va voir ensemble, c'est celui de la convention de rééducation professionnelle, ou vous pourrez lire aussi convention de rééducation professionnelle en entreprise, CRPE. L'objectif de cet outil, c'est d'aider les salariés à se réadapter ou à se former à un nouveau métier si leur santé ne leur permet pas de revenir à leur emploi actuel. C'est un dispositif qui existait déjà avant, mais il s'élargit grâce à cette réforme à d'autres populations. Avant, c'était réservé aux personnes reconnues en qualité de travailleur handicapé. Aujourd'hui, des salariés déclarés inaptes ou avec un fort risque d'inaptitude détecté par le médecin lors de la visite de pré-reprise pourront bénéficier de ce dispositif. Donc, c'est encore une fois un outil qui s'adresse aux salariés en arrêt de travail, mais on verra que la mise en place de cet outil se fait à la fin, à l'issue de l'arrêt. Donc finalement, on va pouvoir organiser ce projet en amont et une fois qu'on le mettra en place, l'arrêt prendra fin et on passera sur ce dispositif. Donc c'est un outil qui nécessite une organisation, des modalités et une durée. Et tout cela va être consigné dans une convention de rééducation en entreprise qui sera signée par le salarié, l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, c'est vraiment dans cette convention où on va vraiment définir les modalités d'exécution, le comment en fait, du projet et la durée. Pour mettre en place la CRPE, il faut également une signature et un avenant au contrat de travail. Et si jamais le CRPE se fait dans une entreprise autre que l'entreprise de base du salarié, il faudra mettre en place une convention de mise à disposition avec l'entreprise d'accueil. Et bien entendu, dans le cadre de ce projet-là, l'entreprise et le salarié pourront être accompagnés soit par nos services à la PST 41, mais également par le service social de l'assurance maladie ou d'autres partenaires comme le Cap emploi ou encore le service Comet.
Donc, encore une fois, ce dispositif, l'objectif, c'est d'anticiper et c'est un dispositif qui va permettre d'éviter un maximum les ruptures dans un contrat, dans le parcours professionnel d'un salarié. C'est-à-dire qu'on va essayer, avant d'être face au mur, de trouver un autre poste ou une autre situation de travail pour que le salarié en fait, ait une vraie continuité sur son parcours professionnel. Troisième dispositif qu'on va voir ensemble, c'est celui du projet de transition professionnelle ou PTP. L'objectif, il est simple ici, c'est de financer des formations certifiantes, donc éligibles au CPF, compte personnel de formation, pour permettre aux salariés de changer de métier ou de profession. Donc, c'est quelque chose qui se met en place au cours du contrat de travail. Et comme il se met au cours du contrat de travail, pour bénéficier en fait ce qu'on appelle du droit de congé et du maintien de la rémunération pendant la durée de formation, on va devoir soumettre ce dossier à une commission. Et bien entendu, demander l'accord à l'employeur pour justifier les absences et certaines conditions qu'on établira dans le cadre de ce projet. Alors, ce qui est nouveau avec la réforme, c'est qu'il y a un assouplissement au niveau des conditions d'éligibilité. L'ancienneté de 24 mois pour les salariés en CDI, elle est plus requise pour un certain nombre de situations, donc soit en maladie professionnelle, soit dans le cadre de maladie, accident du travail ou non professionnelle d'au moins 6 mois. Donc, encore une fois, c'est un peu comme le dispositif de tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment de donner une vraie continuité au niveau du parcours professionnel du salarié pour éviter un maximum toute rupture. Parce qu'on le sait, plus il y a de ruptures et plus ces ruptures durent, moins on a de chances de retourner à l'emploi de façon pérenne. Dernier dispositif que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, ce sera celui du rendez-vous de liaison. Donc ça, c'est quelque chose de totalement nouveau qui est issu de la réforme et qui va avoir plusieurs objectifs. En fait, le rendez-vous de liaison, il va avoir comme but de favoriser aussi la prise de contact entre un salarié en arrêt depuis un certain moment et une entreprise. Parce qu'on sait que les employeurs ont parfois des difficultés pour renouer le contact avec les salariés et la réciproque est aussi vrai. On a des salariés qui ont parfois du mal à reprendre contact avec l'employeur lorsqu'ils sont en arrêt depuis un petit moment. Donc, le rendez-vous de liaison, c'est finalement avoir un moment dédié justement à une future reprise pour évoquer la reprise et un moment où on va pouvoir discuter des outils de la prévention de la désinsertion professionnelle pour voir lesquels on peut mettre en place pour favoriser une reprise du travail. Donc, c'est un outil qui est organisé à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Les deux parties vont s'organiser pour trouver une date de rendez-vous et vont pouvoir associer nos services en sachant que s'ils veulent une participation de notre service lors de ce rendez-vous, il y a un délai de prévenance de 8 jours minimum. Ce rendez-vous n'est pas du tout obligatoire pour le salarié, il a le droit de le refuser et il ne peut pas avoir de conséquences à ce refus. Et c'est un dispositif qui peut se mettre en place pour des salariés qui sont en arrêt depuis minimum 30 jours. Alors, une fois qu'on a fait ce rendez-vous, il peut être, on va dire, accompagné. On peut faire un accompagnement par nos services à différents moments. Donc, soit on peut vous accompagner en amont du rendez-vous pour préparer justement cette réunion en vous donnant de la documentation, en structurant la future réunion. Ça peut être également pendant ce rendez-vous, avec, par exemple, un professionnel de nos équipes qui peut se déplacer, alors soit en visio, soit en réel, pour justement guider les échanges et apporter un certain nombre d'éléments utiles à la reprise du travail. Ça peut être également après le rendez-vous. Imaginons que l'employeur et le salarié fixent un rendez-vous, ils le font, et c'est à la suite de ce dernier que des problématiques ou des besoins très spécifiques émergent. Nous, bien entendu, on va pouvoir être là pour prendre le relais et pour vous accompagner. Donc, notre accompagnement, comme je l'ai dit, ça va être par de la transmission d'informations et également par la mobilisation de membres de notre équipe. Et là, on a la chance d'avoir un panel de professionnels assez variés pour répondre à des besoins très spécifiques des situations au sein de vos entreprises. Donc, on pourra mobiliser des médecins du travail, des infirmières, des ergonomes, notre psychologue clinicienne du travail, notre assistante sociale et conseillère du travail ou encore notre conseillère en transition professionnelle.
Et pour conclure, je vais évoquer la création de la cellule PDP. La réforme met en avant la création de cette cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, c'est une cellule qui sera composée de membres de l'équipe pluridisciplinaire, les membres finalement que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et son objectif, c'est de fournir un accompagnement à destination des travailleurs, mais également de nos adhérents, des entreprises. Et c'est fournir un accompagnement sur un versant, on va dire, individuel pour des situations où on va se questionner du maintien en emploi d'un salarié, mais également sur un versant collectif. C'est par exemple accompagner des entreprises sur des problématiques qui vont toucher un secteur ou un pôle d'activité. Par exemple, un secteur qui serait touché par beaucoup d'arrêts parce que TMS, troubles musculo-squelettiques, maintenant on va pouvoir intervenir pour accompagner nos adhérents sur ce sujet. C'est aussi une cellule qui va faire le lien avec les autres acteurs de la PDP, comme le Cap Emploi, la Caisse primaire d'assurance maladie, pour vraiment créer une vraie synergie autour des situations de désinsertion professionnelle et pour qu'il y ait encore plus de cohérence dans notre accompagnement et pour que les entreprises et les salariés puissent se repérer beaucoup plus facilement parmi ces nombreux acteurs de la PDP. Donc finalement, cette cellule elle va avoir pour vocation à mettre en place tous les dispositifs que j'ai évoqués tout à l'heure, laisser encadrer, CRPE, rendez-vous de liaison, mais également favoriser la mise en place, par exemple, de reconversion et de formation pro ou d'aménagement de poste, d'aménagement organisationnel ou d'accompagnement plus spécifique par notre psychologue clinicienne ou notre assistante sociale. Donc, voilà un petit peu pour la PDP. On voit que la réforme a quand même donné un vrai arsenal pour intervenir sur ce sujet-là. Et puis, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. Sinon, à nous recontacter dans un autre temps pour qu'on puisse échanger à ce propos de manière un peu plus longue. Voilà. Je laisse la parole à ma collègue, Madame Kerdal. Merci, Julien. Donc, pour ma part, je vais aborder le dernier point de cette présentation, à savoir le renforcement de la prévention dans les entreprises. Donc, ma collègue l'a spécifié tout à l'heure en introduction, on est vraiment sur un renforcement de la prévention primaire. Et donc, prévention primaire, je le rappelle, ce sont donc toutes les mesures qui visent à supprimer, réduire un risque avant la survenance d'un accident, d'une maladie professionnelle. Et donc, pour ce faire, l'outil que vous devez utiliser et sur lequel, justement, cette réforme s'appuie également, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels, lequel a déjà 20 ans. Et on va voir, il va justement, avec cette réforme, subir quelques évolutions. Alors, je ne vais pas m'appesantir toutefois sur le sujet. Si vous souhaitez avoir des informations plus précises, je vous invite à aller visionner le replay du webinaire qui a été réalisé sur cette thématique et qui est déjà disponible sur le site de la PST, donc replay d'il y a une quinzaine de jours et qui vraiment reprend chacun de ces points. Toutefois, ce matin, il nous semblait quand même opportun de reprendre de façon succincte les quelques points. À savoir, entre autres, une révision des règles d'élaboration et de conservation, mais également d'accès à ce document unique. Concernant donc ce document, je rappelle que jusqu'à présent, il y avait une obligation de le revoir au moins annuellement. Cette obligation est revue pour les entreprises de moins de 11 salariés. Elle n'est plus maintenant systématique. À savoir qu'elle demeure toutefois obligatoire lorsqu'il existe un changement majeur qui intervient dans l'entreprise, qui va impliquer une modification des conditions de travail, mais aussi de santé et de sécurité des travailleurs. On imagine l'introduction d'un nouveau process, d'une nouvelle machine, un nouveau produit qui risque d'impliquer des risques pour les salariés. Vous devrez mettre à jour votre document unique. À l'inverse, vous allez supprimer un risque parce qu'une machine est obsolète et que vous décidez tout bonnement de la supprimer ou de la remplacer par une machine moins dangereuse avec des sécurités. Et bien là aussi, vous allez devoir mettre à jour votre document unique.
Autre point, si dans l'année qui s'écoule, vous avez connaissance, vous, en tant qu'employeur, d'une nouvelle information, ça peut arriver parfois par la survenance d'un accident du travail, par exemple, ou d'une maladie professionnelle, vous n'aviez pas identifié un risque dans l'entreprise, que vous n'aviez pas introduite dans votre document unique, eh bien, dès lors que vous en avez connaissance, pensez à faire votre mise à jour. Ces mises à jour, elles valent bien sûr pour toutes les autres entreprises, c'est-à-dire qu'au-delà de 11 salariés, vous devez continuer à faire une mise à jour au moins annuelle et plus si nécessaire, si, comme je l'ai spécifié au préalable, pour les entreprises de moins de 11, survient une modification en cours d'année. Une fois que vous avez établi votre document unique, qui, je le rappelle, va reprendre les risques auxquels sont exposés les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle, donc le poste, mais aussi l'environnement de travail, vous avez identifié les mesures de prévention mises en place, réalisé votre cotation, et bien derrière, vous devrez, en fonction de votre taille, soit réaliser ce qu'on appelle le plan annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT, qui va concerner les entreprises d'au moins 50 salariés. Et donc, ce PAPRIPACT va reprendre un certain nombre de points, à savoir organiser, planifier justement vos actions de prévention, y mettre le budget, y mettre des échéances, y mettre éventuellement un acteur, les moyens en fait mis en œuvre par l'entreprise pour pouvoir y répondre. Par contre, pour les entreprises inférieures à 50 salariés, on va dire que la démarche est un petit peu plus simplifiée, mais vous devrez quand même établir une liste des actions de prévention que vous avez jugé opportune de réaliser en cours d'année pour réduire les risques que vous aurez identifiés. Bien sûr, entreprise de moins de 50 salariés, libre à vous d'aller au-delà et, entre guillemets, de mettre un acteur, hein, c'est ce que nous on conseille, avec une date d'échéance pour être sûr de réaliser notamment votre action. Mais à minima, c'est lister les actions. Autre point important de cette réforme, c'est-à-dire qu'il va falloir penser à intégrer systématiquement le risque chimique et notamment la polyexposition des salariés au risque chimique. On le voit souvent, ce risque chimique est souvent peu abordé, voire pas du tout abordé dans les entreprises. Or, il est présent dans des procédés de travail par l'utilisation de produits et il est important aujourd'hui de l'intégrer dans votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Il existe des outils. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vous aider justement dans cette démarche. Et sur le précédent webinaire, on a approfondi notamment cette thématique. Même chose, nous avons ici l'introduction d'une nouvelle notion qui est la qualité de vie et des conditions de travail, qui se substitue, on va dire, à la QVT, qualité de vie au travail, qui était précédemment dans justement les éléments à mettre en place dans le document unique. Toutefois, il s'est avéré qu'elle était un petit peu usurpée et c'est pour ça que le législateur a souhaité justement le remettre en avant. Donc, en précisant quoi? Eh bien, plus précisément, en reprenant les sujets centraux d'une organisation, c'est-à-dire qu'on doit se poser la question notamment de tout ce qui a lien avec le maintien en emploi, ce qu'évoquait notamment Julien tout à l'heure, les pratiques managériales en entreprise, tout ce qui relève des trajectoires professionnelles et également, par exemple, la conduite des transformations des entreprises. Également, point important, c'est la consultation du CSE. Donc, dans les entreprises de 50 salariés ou plus, le CSE est systématiquement consulté et informé lors des mises à jour du DUER. Par rapport aux entreprises plus conséquentes, vous avez également à spécifier que dans la présentation annuelle, dans le rapport annuel, vous devrez faire
le bilan de la situation générale des conditions de travail, de santé et de sécurité. Ça veut dire ressortir, entre autres, le PAPRI Pacte qu'on a abordé tout à l'heure pour pouvoir présenter justement aux membres du CSE les résultats de ce dernier. On est bien dans une volonté d'amélioration continue et donc la nécessité de s'interroger au sein de l'entreprise sur le risque et les mesures de prévention mises en œuvre pour améliorer les conditions de travail et prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les révisions également des règles d'élaboration et de conservation du document unique, mais également les conditions de son accès. Le document unique, je vous le rappelle, on l'a dit tout à l'heure, obligation de mettre à jour régulièrement et à chaque fois que vous faites une mise à jour, dorénavant, votre service de santé au travail devra en être informé. Donc, il faut nous transmettre vos mises à jour. Concernant la conservation du DUERP, là aussi, on a une évolution. Jusqu'à présent, ce document unique est conservé dans l'entreprise, mis à disposition d'un certain nombre d'instances, mais aujourd'hui, on revoit justement ces modalités de conservation puisqu'il va y avoir la mise en place d'un portail numérique qui aujourd'hui n'est pas encore opérationnel, mais qui va le devenir. Et on va avoir progressivement un accès avec l'obligation d'y déposer son document unique et les différentes mises à jour. Donc, ça va se faire progressivement puisque pour les entreprises d'au moins 150 salariés, cela interviendra à compter du 1er juillet 2023. Et pour les autres structures, cela se fera au plus tard au 1er juillet 2024. En attendant, ce que vous devez faire, c'est conserver dans vos entreprises les versions que vous avez. Elles peuvent être informatiques, elles peuvent être sous format papier, peu importe. Vous conservez dans vos structures vos différents documents uniques et mis à jour. Et quand le portail numérique sera ouvert, vous en serez informé de toute façon par le service, au même titre que les différents décrets qui arriveront, nous vous en ferons part. Concernant l'accès aux documents uniques, là aussi quelques évolutions, puisqu'il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, les salariés ont bien sûr accès aux documents uniques. Je le rappelle que vous devez spécifier les modalités de sa consultation au personnel présent dans l'entreprise. Donc ça ne change pas. Le personnel doit pouvoir avoir accès aux risques qui sont les leurs et les mesures de prévention mises en place. Ce qui est nouveau, c'est qu'on va voir maintenant les anciens salariés de l'entreprise qui pourront accéder à ce document unique sur les informations qui relèvent uniquement de leur propre exposition. Dans quel but? Eh bien, tout simplement de pouvoir avoir accès aux informations les concernant pour pouvoir éventuellement les transmettre aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical. Donc, bien sûr, là, on va avoir la notion de maladie professionnelle qui survient et c'est bien dans cet objectif que le salarié ancien de l'entreprise pourrait y avoir accès. Donc, c'est uniquement sur la période dans laquelle il aura travaillé dans l'entreprise. Même chose que précédemment, toute personne ou instance justifiant d'un intérêt à avoir accès au document unique pourra bien sûr le consulter. Et la conservation est dorénavant portée à 40 ans. On n'avait pas de notion de délai. Aujourd'hui, c'est 40 ans. On sait bien que certaines maladies professionnelles vont survenir longtemps après l'exposition et c'est d'autant plus vrai sur les risques chimiques. Souvent 30 ans, 40 ans après l'exposition, on est vraiment sur, on va dire, une carrière professionnelle. Enfin, pour terminer, l'instauration du passeport de prévention. Donc là, rapidement, puisque nous attendons la mise à disposition de précisions complémentaires via le décret d'application. Donc, il va permettre de lister les formations dont les salariés auront bénéficié en santé, sécurité au travail. Donc, c'est un document qui est rattaché aux salariés.
Ce passeport prévention donc, a pour vocation de renseigner l'ensemble des éléments qui vont justifier des qualifications acquises par le salarié pour remplir, entre guillemets, son activité professionnelle, tout en ayant des notions de santé et de sécurité au travail. Donc, qui va le compléter? Eh bien, ce seront aussi bien le salarié, si lui-même a réalisé des formations à titre personnel et qu'il juge opportun de les y intégrer, mais également charge à l'employeur et aux organismes de formation de renseigner les attestations, les certificats et les diplômes obtenus par le salarié. Il est clair que ce document individuel a pour finalité principale de constater que chaque salarié a suivi les formations suffisantes pour l'exécution sans risque de son contrat de travail. Ça va aussi permettre d'avoir une traçabilité du parcours de formation et du suivi des qualifications du personnel. Le salarié pourra ouvrir le droit à son nouvel employeur d'accéder justement aux informations qui y sont contenues. Donc, nous aurons des précisions au plus tard, au 1er octobre prochain. Donc, nous en avons fini pour cette partie présentation. Il nous reste un petit peu de temps pour traiter des questions qui ont été posées via le chat et donc auxquelles nous allons, dans la mesure du possible, répondre à présent. Alors, tout d'abord, on nous a posé pour question si le support de présentation sera disponible, et il sera bien évidemment disponible sur notre site internet dans les prochains jours, ainsi que le replay du webinaire. Donc, vous pourrez retrouver tous ces éléments sur notre site internet, page nos webinaires et nos vidéos. Ensuite, on nous a posé comme question si la visite passant à 60 jours d'arrêt maladie ne concerne que les arrêts débutants à partir du 1er avril, l'arrêt débutant en mars. Exactement, effectivement, je n'avais pas apporté la précision, mais les nouveautés concernant les visites médicales ne concernent que les arrêts qui débutent là à partir du 1er avril. Ensuite, une autre question. Pour les visites de mi-carrière, c'est à la demande de l'employeur ou bien le service convocation contactera? Est-ce qu'il y aura une alerte? Alors, on attend des précisions de notre prestataire informatique, mais normalement pour les visites de mi-carrière, vous pourrez faire la demande directement via Padoa, au même titre que les visites de reprise ou les visites à la demande. Et puis nous, dans la mesure du possible, les visites de mi-carrière, on essaiera de les coupler avec les visites médicales si on est amené à recevoir vos salariés dans les 2 ans qui précèdent leur 45e anniversaire. Bonjour, pour les visites de pré-reprise, donc les arrêts de 30 jours, l'employeur doit obligatoirement proposer cette visite ou est-ce aux salariés de faire une visite? Alors, c'est aux salariés de faire la démarche auprès du service de santé au travail, mais il vous appartient en tant qu'employeur d'informer le salarié de la possibilité de solliciter de rendez-vous auprès du service de santé. Un salarié en arrêt de plus de 60 jours, l'employeur doit proposer un rendez-vous de liaison, plus une visite de pré-reprise, plus une visite de reprise. Alors, non. Le rendez-vous obligatoire pour l'employeur, c'est bien sûr la visite de reprise quand il y a plus de 60 jours d'arrêt pour les arrêts qui sont d'origine non professionnelle, donc si ce n'est pas un accident de travail ou une maladie professionnelle. Pour effectivement le rendez-vous de liaison, ça va dépendre des situations, ce n'est pas obligatoire, mais effectivement, ça permet quand même de remettre du lien, comme Julien l'a dit tout à l'heure, entre l'employeur et le salarié. Et effectivement, dans certaines situations où il n'y a plus du tout de dialogue entre vous et votre salarié, ça permet d'organiser son retour. Et puis la visite de reprise, c'est également un dispositif qui permet aussi d'organiser le retour du salarié avant qu'il reprenne son activité et donc de faire un point avec lui sur son état de santé. Donc, effectivement, dans certaines situations aussi, c'est important qu'il puisse faire cette visite, en sachant que cette visite, elle peut aussi être demandée par le médecin traitant et également par le médecin conseil de la sécurité sociale. Et donc, effectivement, il y a de nombreux salariés qu'on reçoit, puisque la sécurité sociale nous envoie des demandes pour qu'on les voit en visite de pré-reprise. Bonjour, quel effectif sera pris en compte pour déterminer les 150 salariés
de connaître la date de lancement du portail numérique. Ça, le document unique. Donc, on peut supposer qu'on est sur l'effectif équivalent temps plein. Toutefois, des précisions sont à apporter sur ce sujet. Généralement, on parle toujours équivalent temps plein. On nous a demandé, donc les rendez-vous des liaisons concernent uniquement les arrêts à partir du 1er avril. Oui, tout à fait. Ça sera à partir du 1er avril. Et alors, il faudra faire attention si c'est pour un arrêt qui a duré minimum 30 jours. On n'est pas sur des arrêts de 30 jours minimum. On est sur des arrêts qui ont duré minimum 30 jours. Il y a un peu cette confusion parfois. Bonjour. Concernant le passeport formation, peut-on y mettre toutes les formations suivies par le salarié, y compris celles liées à son activité professionnelle exclusivement? Exemple, un juriste qui suit des formations régulières d'actualisation des connaissances, est-ce une formation à indiquer dans la mesure où elles peuvent permettre le maintien dans l'emploi et donc en partie éviter un burn-out, par exemple? Alors, pour l'instant, je n'ai pas forcément de réponse à vous apporter. Comme je le disais, on attend aussi les décrets d'application. En tout cas, oui, si vous justifiez effectivement, j'ai presque envie de dire, il vaut mieux en mettre plus que moins, si effectivement c'est dans le sens de prévenir un risque de stress au travail, de burn-out, etc., valoriser ce type de formation. Toutefois, on attend effectivement ces précisions. Alors, il semble qu'on ait fait le tour des questions. Est-ce que vous avez encore quelques questions à poser ? On peut encore prendre quelques minutes, secondes. Alors, en tout état de cause, si vous avez d'autres questions ultérieures, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bien sûr, nous sommes à disposition pour vous répondre. Et puis, comme on le disait, le webinaire sera disponible dès demain en replay. Et puis, nous mettons également régulièrement en ligne des fiches synthétiques de cette réforme. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Et en fonction de l'arrivée des décrets d'application, on modifie justement notre information. Donc, allez régulièrement sur le site. Une dernière question? Alors, on nous demande de nouvelles précisions, mais quelles nouvelles précisions est-ce que vous pourriez préciser, s'il vous plaît? Sinon, est-ce que vous auriez un exemple de document unique d'évaluation des risques à jour avec toutes ces nouveautés? Alors, concernant le document unique, nous pouvons faire un accompagnement au titre de conseil méthodologique. Ça, c'est ce que nous faisions déjà précédemment. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pour les entreprises de 2 à 10 salariés, depuis 2 ans maintenant, nous avons mis à disposition à titre gracieux, après validation, bien sûr, de notre conseil d'administration, un outil pour faciliter la mise en place du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, outil disponible via Padoa. Donc là, on est vraiment sur une méthodologie très ludique, j'ai envie de dire, puisqu'il faut suivre des étapes et ça permet d'aller jusqu'au plan d'action. Donc aujourd'hui, c'est ouvert pour les entreprises les plus petites. Toutefois, si on a quelques entreprises qui aujourd'hui ne disposeraient pas de document unique et souhaiteraient pouvoir éventuellement y avoir accès, il ne faut pas hésiter à nous contacter, on verra si cela est possible. Néanmoins, on a également la possibilité d'accompagner sur des entreprises plus conséquentes, justement pour vous donner des modèles avec un Papri Pacte derrière, si nécessaire. Donc, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra justement vous accompagner. Il y a des choses qui existent pour faciliter votre travail. J'espère avoir pu répondre à votre attente. Alors, on nous pose une nouvelle question. Comment pouvons-nous aujourd'hui transmettre le document unique d'évaluation des risques à notre service de santé au travail? Alors, tout va dépendre si justement, comme je l'évoquais à l'instant, si vous avez fait votre document unique via Padoa, vous avez justement l'enregistrement automatique dans Padoa, dans la base documents. On reçoit vos mises à jour automatiquement. Pour les autres entreprises, à ce moment-là, il faut nous les transmettre pour que ce soit enregistré dans vos documents dans Padoa. Donc, si vous avez un format PDF ou autre, vous nous les transmettez et puis on les enregistre. Concernant l'arrêt de l'effectif du portail numérique, est-ce sur une période de référence ou un effectif au 31 décembre, par exemple? Je n'ai pas de réponse pour l'instant, je ne sais pas. On va attendre d'avoir un peu plus de précision sur le sujet.
Donc, a priori, on a fait le tour des différentes questions. Nous vous remercions tous de votre attention et d'avoir été si nombreux à participer à ce nouveau webinaire. Et dans l'attente de vous retrouver prochainement, nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir.